Bonjour à tous et bonne année 2026. Je suis sûr que l'année 2026 sera belle parce que les rendez-vous avec chercheurs toujours sont nombreux et toujours de qualité. Les prochains rendez-vous, je vous les annonce. Le mardi 3 février, à 13h45, il y a la visite de l'exposition sur la Thériaque à la fac de pharmacie. Le jeudi 12 mars, une conférence sur les bactéries miroirs ici, à l'Institut Curie, à 14h30. Le jeudi 2 avril, une conférence sur les pathologies du sommeil. Le mardi 19 mai, une conférence sur la musique, le cerveau et la mémoire. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Robert Barouki, qui est professeur de biochimie à l'Université Paris-Cité et actuellement est praticien hospitalier à l'hôpital Necker enfants malades. Il est actuellement directeur de l'Institut thématique de santé publique de l'INSERM et aussi directeur de l'IREPS, c'est-à-dire l'Institut pour la recherche en santé publique. Je suis personnellement heureux de recevoir Robert Barouki parce que je le connais depuis longtemps, bien longtemps. Je n'ose pas compter le nombre d'années. J'ai fait la connaissance de Robert Barouki pendant la seconde partie de ma vie de chercheur, lorsque je suis passé de la physique fondamentale à la biophysique, c'est-à-dire lorsque j'ai quitté le monde des photons et de la matière cristalline inerte pour celui bien plus complexe du monde des cellules biologiques et de la matière vivante. Je suis cependant resté rive gauche, en passant de la faculté de Jussieu au centre universitaire des Saints-Pères, qu'on appelle maintenant campus Saint-Germain-des-Prés. J'ai rencontré dans ce campus un jeune chercheur, Robert Barouki, qui, après avoir travaillé à Baltimore aux États-Unis et au CHU Henri Mondor à Créteil, a dirigé à la faculté des Saints-Pères une unité de recherche INSERM qui se nomme actuellement toxicité environnementale, cible thérapeutique et signalisation cellulaire. Il y a effectué des travaux de recherche novateurs sur l'étude des mécanismes de toxicité des polluants de l'environnement tels que la dioxine, les pesticides ou les perturbateurs endocriniens. C'est donc très logiquement que Robert Barouki s'est intéressé au concept d'exposome, un concept que je trouve passionnant et qui influence notre hygiène de vie de tous les jours, car il concerne l'effet sur notre santé et notre bien-être de l'ensemble des expositions environnementales auxquelles un individu est soumis tout au long de sa vie, et même avant, c'est-à-dire dès sa conception. Comme Robert Barouki nous le détaillera tout à l'heure, l'exposome est multidisciplinaire. Il concerne en effet des types d'expositions très différents, mais souvent interdépendants. Il y a bien sûr les facteurs chimiques. Ils sont présents partout dans notre environnement, dans l'air, dans l'eau, dans les sols et même dans notre alimentation. Il y a aussi des agents physiques, avec par exemple le bruit, la chaleur, les rayonnements solaires ou telluriques. Et enfin, il y a le rôle des facteurs sociologiques et psychologiques liés au stress, au travail ou au mode de vie. Je pense que cette notion d'exposome est très importante car elle va conduire, j'en suis sûr, à des progrès médicaux considérables, en particulier dans le domaine de la prévention. J'ajoute que le professeur Robert Barouki a présidé le groupe de travail exposome de l'ANSES, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Il coordonne aujourd'hui plusieurs programmes européens sur l'exposome. Il va nous en parler. Je crois qu'il est temps d'écouter. Robert, je te laisse le micro. Merci beaucoup, merci Pierre. Oui, c'est vrai que ça fait un certain temps et puis peut-être un peu plus longtemps avec d'autres personnes dans la salle. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir proposé de venir vous parler d'exposome. C'est toujours un plaisir pour moi
de le faire. Je passe beaucoup plus de temps à l'Institut thématique à régler un certain nombre de problèmes, disons, scientifico-administratifs, donc entre les deux, que vraiment mon bon plaisir a peut-être été l'enseignement. Dans ma vie, j'ai adoré l'enseignement, et en particulier au Saint-Père, l'enseignement que beaucoup de gens détestent en première année de médecine. C'est un challenge, c'est un défi absolu d'avoir ces grands amphis et la manière dont ça se fait. Et moi, j'ai adoré ça, et arriver à faire passer quelques petits messages. Et il m'arrive encore de discuter avec des gens par des messageries, des mails, etc. Et ils me disent: oui, j'ai été votre étudiante en première année de médecine. Donc ça me fait un très grand plaisir. En tout cas, je vais vous parler d'Exposome. Et je vais essayer voilà, il y aura quelques exemples. Peut-être si ça va un tout petit peu trop loin dans le détail, disons, technique, n'hésitez pas à m'arrêter. En tout cas, de toute façon, n'hésitez pas à m'arrêter. Je serai très heureux de pouvoir discuter avec vous d'un certain nombre de questions ou de questionnements qui vous préoccupent. Alors, je vais commencer par le génome. Parce qu'il y a à peu près, disons, 25-26 ans, il y avait cette révolution génomique. Ici, vous avez, c'était quand on a obtenu la séquence du génome humain, donc célébrée aux États-Unis. Et puis, malgré tout, donc c'était un plan américain beaucoup, mais anglais aussi, et international, quoi. Tout le monde s'y est un tout petit peu mis pour avancer dans le cadre du génome, et ça a eu des conséquences majeures, enfin, j'ai pas besoin de le dire, majeures sur les connaissances, déjà, juste les connaissances, mais aussi toute une série de conséquences dont on voit les fruits actuellement en termes de thérapie génique, de différentes technologies, de médecine de précision, etc., etc. Donc ça, c'était le génome. Et en gros, ce que on essaie de montrer actuellement, c'est que peut-être qu'il est temps maintenant d'avoir une autre révolution, qui est en fait celle de l'exposome. Et pourquoi ça peut, enfin, c'est un peu peut-être pompeux de parler peut-être de révolution, malgré tout, c'est quand même extrêmement important parce qu'il y a des questions sociétales et scientifiques majeures. Bon, il n'y a pas un jour où il n'y a pas à la radio quelque chose qui vous parle peut-être d'un produit chimique, mais aussi de chaleur, de température extrême, de phénomènes. Bon, ça, c'est le changement climatique. Vous verrez que c'est quand même assez lié à l'exposome. Il n'y a quasiment pas un jour où on n'en parle pas. Donc, il y a un vrai questionnement assez profond, parce qu'on se dit où est-ce qu'on va avec tout ça et à quoi ça va nous mener. Donc, voilà. Donc, une prise de conscience, je pense, importante, même si, comme souvent dans la vie, dans l'histoire humaine, il y a des périodes d'intérêt qui sont suivies parfois par des reculs. Et là, on est plutôt dans une période de recul relatif pour des raisons que vous imaginez. Mais quand même, je sais que quand un phénomène est important et essentiel, il reviendra. Donc ça, voilà. Et puis, il y a un certain nombre de concepts convergents qui ont poussé à ce que ce concept d'exposome arrive, et surtout des progrès technologiques que je vais décrire, parce qu'il n'y a pas de révolution scientifique sans qu'il y ait à côté des progrès technologiques qui la permettent. Je veux dire, si on n'est pas arrivé à séquencer le génome avec des appareils, et actuellement on le fait à une vitesse astronomique, donc on n'aurait pas eu toutes les implications de la génomique. Mais donc, je reviendrai sur Christopher Wilde qui a proposé ce concept, et pour être extrêmement simple, en fait, il y a le génome, donc tout ce qui est amené par notre génome, par la génétique. Et puis, il y a l'exposome, donc ce sont à peu près toutes les autres influences, tous les autres déterminants qu'on a regroupés et qui vont impacter la santé humaine, mais aussi la santé des animaux, la santé des écosystèmes, etc. Donc, c'est quelque chose qui est... moi, je ne veux pas établir un mur entre la santé humaine et la santé des écosystèmes. Il y a beaucoup de points de convergence et d'intérêts communs. Donc, voilà pour cette première impression de l'exposome qui est le complément du génome. Ensuite, quand on parle d'environnement, le problème, là, on vous a listé les polluants sur lesquels je travaille, c'est pas toujours réjouissant, mais quand même, l'environnement, évidemment, c'est ce qui ne va pas, c'est-à-dire des accidents industriels, par exemple. Là, c'est Pékin de jour, il y a quelques années, donc il y a des pollutions majeures, puis tout ce qui contamine un peu l'alimentation, etc., etc. Mais l'environnement, c'est aussi les bonnes choses, hein. Il ne faut pas oublier ça. Il n'y a pas que ce qui ne va pas. Je vais vous parler dans la suite pratiquement de ce qui ne va pas, mais quand même, il y a les bonnes choses. Il y a par exemple les espaces verts dans une ville. Là, on sait que c'est bon, donc les plans d'eau. Et puis l'environnement psychosocial peut être négatif, mais comme il peut être extrêmement positif aussi. Donc
l'environnement, c'est parfois, c'est peut-être même souvent les problèmes, mais c'est parfois la solution. Il ne faut jamais oublier que ça peut être aussi la solution. Et donc, des solutions qu'on appelle fondées sur la nature, mais qui sont vraiment importantes. Donc, n'ayons pas cette vision uniquement négative, déjà, quand on parle d'environnement. Bon, malgré tout, on va quand même entrer dans le vif du sujet. Alors, est-ce que l'environnement, pour beaucoup, c'est malgré tout la pollution? Et la première question qui peut se poser, c'est est-ce que c'est si mal que ça, la pollution? Quels sont les arguments? Donc là, c'est l'OMS, hein, donc là, on est dans quelque chose qui est même assez sérieux, et on a essayé de trouver les déterminants de mortalité dans le monde. Déterminant, ça ne veut pas dire la cause, hein, ce n'est pas la maladie qui cause la mort, mais c'est qu'est-ce qui détermine le fait qu'on ait une maladie qui va entraîner la mort. Et donc, par exemple, le tabac a toujours été considéré pendant très longtemps comme le plus grand déterminant de mortalité à cause de tous ces problèmes. Mais en fait, quand vous voyez la pollution totale, il y a quelques années, mais c'est retrouvé tous les ans, là, dans le Lancet, ils publient ça tous les ans, c'est à peu près la même chose que le tabac, c'est voire même beaucoup plus, sachant qu'on ne connaît pas tous les polluants de l'environnement. Donc ça, je dirais que c'est à minima, hein, donc c'est équivalent au tabac, c'est sans doute plus important. Donc, dans le monde, là on est dans le monde, hein, ce n'est pas uniquement en France, dans le monde, la pollution c'est un phénomène majeur, un déterminant majeur de la santé. Et dans la pollution, il y a beaucoup les produits chimiques, donc il n'y a pas que ça, on y reviendra, mais il y a quand même beaucoup les produits chimiques. Alors on peut imaginer que depuis le temps que les gens travaillent sur les effets de tel ou tel produit chimique, on doit savoir beaucoup de choses. Ce n'est pas tout à fait le cas, parce que bon, je pense qu'il y a peut-être des chimistes dans la salle, mais là, on peut synthétiser énormément de molécules différentes. Et là, on dit qu'à un certain tonnage en Europe dans le commerce, il y a à peu près 100 000 substances chimiques. Un certain tonnage, donc c'est quelque chose qui peut effectivement qui peut varier. Sur ces 100 000 substances chimiques, pour faire simple, on sait beaucoup de choses sur 500. Beaucoup de choses, ça veut dire on a une idée de la toxicité, de l'exposition, etc. Donc ça, c'est évalué par l'Agence européenne. J'ai le plaisir d'être dans le conseil scientifique de l'Agence européenne de l'environnement. Ils font un travail remarquable, enfin, pas assez connu, pas assez diffusé, mais ils ont des rapports, enfin, allez jeter un œil, c'est des rapports extrêmement détaillés et qui sont vraiment remarquables. Bon, ils ont estimé à 500 sur 100 000 les substances qu'on connaît bien. Et puis il y a 10 000 et 20 000 substances sur lesquelles on sait quelque chose. Bon. Et puis 70 000 des substances sur lesquelles on ne sait pratiquement pas grand-chose, ou rien. Je m'en suis moi-même rendu compte, j'ai aidé une journaliste à faire un bouquin sur l'alimentation et les problématiques de l'alimentation. Et donc elle m'appelait de temps en temps et elle me disait sur les pommes, pour qu'elles brillent comme ça, pour qu'elles soient attractives, on rajoute telle substance. Bon, qu'est-ce qu'on sait de telle substance? Je vais regarder, pas grand-chose. Alors peut-être que l'industriel qui a vendu, il a peut-être fait quelques tests et que c'est dans son dossier et que ça n'est pas public, ou on a du mal à le trouver publiquement. En tout cas, vraiment, je ne trouvais rien. Je ne pouvais rien dire là-dessus. Donc ça, c'est vrai. Et si je prends un autre exemple qui vous parle, parce qu'on parle beaucoup de PFAS actuellement, les substances perfluorées. Donc les PFAS, il n'y en a pas 2 ou 3, hein. Il y en a peut-être 10 000. Or, on sait beaucoup de choses sur 4 ou 5 substances, un peu plus sur une trentaine, et puis ensuite, là, toutes les autres, on ne connaît pas grand-chose, elles n'ont pas été testées. Donc, il y a un vrai sujet là, parce que ça, pour qu'on sache tout ça sur ces 500, ça nous prend du temps, ça prend beaucoup de monde, beaucoup de travaux expérimentaux, humains, etc. Donc ça prend du temps. Il est évident qu'on ne va pas mettre sur les 99 000 restants travailler de la même profondeur que ce qu'on a fait sur les 500, parce que là, on y serait encore, on y sera peut-être plus dans je ne sais plus combien d'années. Bon. Donc, il va falloir trouver autre chose, et il y a des possibilités avec les modèles numériques, l'intelligence artificielle, enfin, les possibilités en partant de ces 500 d'être, en tout cas, de deviner à peu près ce qui peut se passer sur les autres, mais c'est un énorme sujet qu'il va falloir vraiment qu'on aborde de manière approfondie et qui implique pas seulement des biologistes ou des toxicologues ou des épidémiologistes, mais aussi des chimistes et des mathématiciens, etc. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui va nous occuper quand même Bon, je reviens maintenant sur l'exposome pour reprendre un tout petit peu l'historique et la définition.
Donc, dans le champ environnement santé, je dirais qu'on peut travailler à différents niveaux. On peut travailler sur un facteur. Beaucoup de gens, dans mon milieu, toxicologues, sont connus. On a cité les dioxines, j'ai travaillé sur les dioxines pendant un certain temps. D'autres travaillent sur tel pesticide, etc. Ou d'autres sur le bruit, ou sur des ondes électromagnétiques, etc. Donc beaucoup de gens travaillent sur un domaine très très précis. Bon. On peut travailler aussi dans un secteur. C'est-à-dire, des gens s'intéressent à la toxicité dans le milieu du travail, par exemple. Ça, c'est un milieu particulier. Dans les villes, dans le milieu rural, etc. On peut aussi s'intéresser à des grands changements globaux, quel est l'effet de changement climatique, de la perte de biodiversité, etc. Tout ce dont vous entendez parler assez régulièrement. Et puis est venu un concept, d'une part, il y a plein de stresseurs chimiques, physiques, etc. Il y a plein de niveaux sur lesquels on peut travailler. Et à un moment, on s'est dit que peut-être qu'il va falloir essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça et de regrouper tout ça dans un seul concept ou un espace cadre qui permette de faire ces études de manière un tout petit peu plus rationnelle. Donc le père de l'exposome, c'est ce monsieur, Christopher Wilde. C'est un épidémiologiste anglais qui, à l'époque, dirigeait le Centre international de recherche sur le cancer, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, à Lyon. Il en était le directeur. Et il avait fait le constat suivant. Sur la génétique, à l'époque, donc en 2005, on avait déjà bien avancé, on commençait à bien savoir. Il s'est dit finalement, en termes de génétique, soit constitutionnelle, soit la génétique des cellules cancéreuses elles-mêmes, soit notre génétique à nous en tant qu'organisme, ou les modifications de l'ADN qu'il y a dans la cellule cancéreuse, on avait les moyens d'explorer et on commençait à savoir pas mal de choses. Donc, ça, la partie génétique et cancer, c'était relativement clair. En revanche, sur tout le reste, des produits chimiques, des stress physiques, de l'infectieux, des agents infectieux, les stress en général, etc., l'alimentation, qui peuvent jouer tous un rôle, mais c'était un tout petit peu, je dirais, excusez-moi du terme, le bazar, parce que chacun était dans son coin et on n'avait pas une idée précise. Et donc il s'est dit, il y a le génome, il y a le reste, on va essayer de le mettre dans un cadre unique pour commencer à travailler de manière, disons, plus rationnelle sur ces thématiques. Et donc il a défini un terme qu'il a appelé exposome. Et sa définition, c'est toutes les expositions environnementales, mais aussi les comportements, les stress sociaux en plus, donc toutes les expositions qu'un individu peut subir tout au long de sa vie, donc dès de la conception, voire avant, de la conception jusqu'à la mort. Donc c'est à la fois, il y a deux points importants. C'est d'abord, c'est toutes les expositions, donc on rassemble tout ça dans un seul. Et vous verrez que c'est assez logique un peu plus loin. Et puis tout au long de la vie, il a la dimension temporelle, c'est-à-dire ce qui nous a concernés quand on était un petit fœtus, ou un embryon, voire un embryon. Les expositions qu'on a eues à ce moment-là peuvent se révéler, avoir un impact qui se révèle beaucoup plus tard dans la vie. Donc c'est ces deux aspects qu'il a voulu avancer. Et il a dit, je vais appeler ça l'exposome. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un concept nouveau qu'on a envie. On écrit un petit éditorial, un petit papier. Il s'est fait jeter de pratiquement tous les grands journaux qui existent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'a ni queue ni tête, c'est trop vaste, etc. Il s'est fait jeter alors partout. Puis il a fini par publier ça dans un journal dont je ne me rappelle même pas du titre. Enfin, c'est un journal dont il était lui-même éditeur, donc ça facilitait un tout petit peu les choses. Et il a publié ça. Alors, pendant quelques années, rien. Pas une seule citation. C'est un peu déprimant quand on publie quelque chose sans aucune citation, rien du tout. Et puis ensuite, il y a une ou deux personnes qui se sont réveillées. J'avais des diapos sur les étapes, parce qu'à chaque fois qu'on développe, l'histoire de l'exposome est intéressante, parce que chaque fois qu'on développe un concept, d'abord, il y a un intérêt ou pas au début, puis tout d'un coup, chacun vient mettre sa petite contribution et développe un peu le concept à sa manière. Il y avait Rapaport aux États-Unis qui, lui, voyait ça sous l'angle finalement, de ce qu'on peut doser dans le sang et les urines. Au fond, il dit l'exposome, c'est intéressant, mais parce qu'on a beaucoup de choses qu'on peut doser dans le sang et les urines, et c'est ça qui va nous révéler l'exposome. Donc une vision que j'appellerais analytique de l'exposome.
il y a un collègue que je connais bien, qui est lui-même toxicologue à la base, qui a donné à l'exposome une définition qui va non seulement des expositions, mais de leur impact biologique. Il a mis l'impact biologique dans le cadre de l'exposome, Gary Miller. Et puis, avec d'autres collègues, on a un peu poussé le bouchon un peu plus loin et on a développé ces notions pour que ce soit, disons, exploitable, praticable d'un point de vue de laboratoire ou d'exploration dans des populations humaines. Donc, chacun est venu, et puis il y a la partie sociale qui est venue avec Paolo Vines. Moi, j'avais fait une contribution où on a essayé d'intégrer les pressions sociales et de voir s'il n'y a pas une expression biologique au cours de la vie de ces expressions, de ces influences sociales. Donc, comme tout concept, on avance aussi par petits pas et chacun rajoute sa petite contribution. Actuellement, bon, c'est quand même quelque chose qui a commencé à passer dans le milieu scientifique en général et parfois au-delà du milieu scientifique, puisque la France a été un des premiers pays à mettre l'exposome dans la loi santé. Si vous avez la loi de 1916, l'article 1er de la loi santé dit la politique de santé de la France s'inspirera du concept d'exposome. C'est écrit dans la loi. À l'époque, les collègues dans les ministères, ils voulaient mettre ça, et puis quelqu'un m'appelle, il me dit « on veut mettre ça, mais au fond, c'est quoi l'exposome ?» On a expliqué, mais c'est pas grave. Ils sentaient, en fait, il y avait une intuition, quelque part, que ça allait être quelque chose d'important, et qui peut, disons, organiser un moment la recherche, et surtout le transfert de la recherche vers la décision publique. C'est pourquoi, merci d'avoir cité le travail à l'ANSES, parce que l'article vient de sortir, et l'ANSES, c'est une agence de réglementation, donc eux, ils doivent donner un avis sur la toxicité de tel produit, fixer des limites, etc. Et donc, ils étaient intéressés pour savoir en quoi ce concept peut modifier leur propre activité. Et je trouve ça quand même assez innovant, et donc on a fait un certain nombre de recommandations sur ce qu'ils peuvent faire. Et donc, ce que vous voyez en bas, c'est la notion temporelle, comme je l'ai dit. Et donc, ce qui nous concerne là peut avoir une influence beaucoup plus tard dans la vie. L'exemple triste, mais qui est réel, qui est frappant, c'est ce qu'on appelle la crise du Distilbène, hein, le scandale, en fait, du Distilbène, où vous avez des femmes enceintes à qui on a donné comme médicament le Distilbène, pensant que ça pouvait limiter certains risques donc, de grossesse et d'accouchement prématuré ou de problèmes de grossesse, qui, à la naissance, il ne se passait rien, l'enfant était très bien, il grandissait, pas de problème. Et puis les filles, par exemple, certaines filles, hein, pas toutes, mais heureusement, à 20 ans, il y avait des cas de cancer gynécologique chez des filles de 20 ans. Ça n'existe quasiment pas, ça. Et comme c'était un médicament, les gens se rappellent qu'ils ont eu ce médicament. Donc on a pu établir un lien entre le fait qu'à 20 ans, 25 ans, et puis les garçons avaient d'autres soucis dans le domaine reproductif. Pardon ? Oui, il y a certains, mais il y a d'autres, il y a d'autres toxiques qui entraînent des problèmes de malformation, mais c'était dans le système reproducteur, il y avait pas mal de malformations. Mais en tout cas, si on a pu établir un lien entre ce qui se passe à 20 ans, 25 ans, etc., avec quelque chose qui a eu lieu là, c'est que les médicaments, on s'en souvient, et puis c'est noté. Si la même chose avait eu lieu avec un contaminant de l'environnement, c'était quasiment impossible, à part ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est-à-dire des très grandes cohortes longitudinales qu'on suit pendant des années et des années. Mais ça, c'est fondamental. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de révolution conceptuelle ou quoi que ce soit s'il n'y a pas aussi des contributions, je dirais, autres. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, les approches analytiques, donc ça, c'est Rapaport qui a mis en... Donc, il s'est beaucoup intéressé à tout ce qu'on peut doser dans le sang. Ne regardez pas le détail, mais ce que je veux dire ici, c'est ici, vous avez les substances habituellement endogènes, les métabolites dans le sang endogènes normaux, vous avez à des concentrations relativement fortes. Les contaminants, la difficulté de les doser, c'est qu'ils sont présents dans le sang, mais à des doses beaucoup plus basses. Donc, il y a un challenge et un défi analytique beaucoup plus important pour pouvoir les détecter, parce qu'ils sont très peu concentrés. Ça s'est beaucoup amélioré.
Et puis, il y a donc les impacts toxiques, donc les toxicologues ils s'y sont mis. Et puis, je n'ai pas signalé aussi le fait que ça a poussé le monde de l'écotoxicologie, les gens qui s'intéressent aux écosystèmes, et le monde de la toxicologie humaine, donc, dont je fais partie, à se rapprocher, parce qu'on voit bien que ce qui se passe dans la nature va potentiellement nous impacter d'une manière ou d'une autre. Enfin, je veux dire, un pesticide qui tue des abeilles, bon, je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour dire qu'il a un impact sur l'humain, parce que bon, les abeilles, c'est des pollinisateurs, c'est fondamental. Donc ça a eu cet avantage-là. Et puis, bon, là, vous avez quelque chose de relativement complexe, mais là, l'idée était de commencer à décortiquer les choses. On a ce concept extrêmement large, il faut le décortiquer. Sur quel type de stress on travaille, d'où viennent, quelles sont les sources, par exemple, des produits chimiques, voilà. Où est-ce qu'on est exposé, à quel âge on est exposé, par quelle voie on est exposé, et puis où vont, par exemple, des produits chimiques, est-ce qu'ils vont dans le cerveau? Bon, vous savez, par exemple, les microplastiques, là, on entend beaucoup parler de microplastiques, on en trouve dans le cerveau. Est-ce qu'ils font quelque chose? Je n'en sais fiche rien, mais c'est difficile quand même d'accepter le fait qu'on a le cerveau qui commence à accumuler des petites particules de plastique. Et puis, la biologie derrière. Donc c'est beaucoup, mais bon, si c'est beaucoup, ça veut dire qu'il faut trouver les technologies qui nous permettent d'aller plus loin et d'aller explorer ça. Et il ne faut pas trop demander au concept d'exposome. Jamais on n'aura une vision absolument complète de toutes les expositions qu'on a eues toute notre vie. C'est une boussole, l'exposome, c'est un objectif. C'est-à-dire, essayons d'aller vers cette voie-là, d'accumuler le maximum d'informations. Et on sait qu'on n'y arrivera pas complètement, mais plus il y a d'informations, mieux on peut les mettre en relation et mieux comprendre les événements. Donc les technologies, elles sont là et elles sont en fait nombreuses, et vous en entendez vraiment parler. Bon, toutes les technologies satellitaires, tout ce que les satellites nous donnent comme information sur la pollution de l'air. Vous savez, la vallée du Pô, là, hein, je ne sais pas s'il y a des Italiens, la vallée du Pô, c'est sérieux hein, comme pollution d'air, et puis bon, un certain nombre d'autres endroits. Mais vous avez aussi la luminosité, aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais la lumière de nuit qui est si présente dans nos villes a un impact sur notre cycle nictéméral, sur notre horloge biologique. Donc ça, les satellites peuvent donner cette information. Et puis il y a les détecteurs environnementaux qu'on met à l'extérieur et qui peuvent vous détecter la présence de particules, la présence de bruit, la présence... Donc là, on a de plus en plus de capacités par ces voies-là à savoir ce qui se passe autour de nous. Et puis il y a des capteurs individuels qu'on peut mettre sur soi, enfin des bracelets, des choses comme ça, et qui non seulement peuvent détecter des phénomènes physiologiques comme les battements de cœur, etc., la tension artérielle, mais ils peuvent détecter quelque chose qui est dans notre environnement. Par exemple, beaucoup de produits chimiques, on peut les détecter. Ce n'est pas très quantitatif, ce n'est pas la meilleure manière de doser quelque chose, certainement pas. Mais ça donne une idée, hein. C'est suffisamment sensible maintenant pour donner une idée de quelques substances chimiques, mais la poussière, la présence de poussière, la présence de bruit, de particules, etc., de ce qu'on appelle les composés organiques volatiles. Bon. Donc ça, vous pouvez les mettre sur... Et pourquoi, vous allez me dire, si vous êtes asthmatique et que vous voulez à peu près savoir si vous êtes dans un endroit où il y a un certain nombre de substances qui peuvent vous affecter, c'est quand même utile de les avoir. Donc ça, ce sont toutes de nouvelles techniques. Et ça, les capteurs, c'est des développements, alors là, quotidiens. Enfin, ça avance à très grande vitesse. Il y a beaucoup de petites boîtes qui s'y mettent. Donc ça, ce sont des développements vraiment intéressants et qui sont très utiles dans l'analyse de l'exposome. Il y a aussi tout ce qui est la modélisation numérique, c'est-à-dire une personne, quand on sait tout ce à quoi elle est exposée, on a un peu une idée de l'ensemble des expositions qui la concernent. Et il y a des modèles mathématiques qui vous permettent de voir l'interaction entre ces ensembles d'expositions. Et il y a quelque chose qu'on appelle agent-based modeling, c'est-à-dire un individu, si vous tracez ce qu'il fait dans une journée, vous avez en moyenne une idée de l'exposition. Il est chez lui, donc il est exposé à tout ce qu'il y a dans une maison. Et il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est très surtout. Alors on va repeindre, on va acheter des meubles neufs avec plein de colle, etc.
c'est un joli cocktail qu'il y a à l'intérieur. C'est pourquoi on dit aérer, 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 parce que c'est important. Bon, ensuite, il sort, il va dans le métro. Dans le métro, une quantité de particules, mais astronomiques. Ce n'est pas les mêmes que les particules qu'on a dehors à cause de la pollution. Ce n'est pas les mêmes. OK, c'est le freinage, c'est le frottement, etc. Mais c'est quand même, il y a des particules dans le métro. Il travaille dans une usine de produits chimiques. Donc, il est exposé à la chimie, il est exposé peut-être au bruit. Il a un patron qui n'est pas très sympathique, il a des stress psychosociaux. Enfin, on trace un peu toutes les expositions et on essaie de les modéliser pour avoir une idée des facteurs de risque de cette personne-là. Donc les progrès de la modélisation, c'est fondamental pour l'analyse de l'exposome. Et puis, il y a beaucoup de technologies donc, liées à tout ce qu'on peut doser chez un être humain ou tout autre organisme dans la nature. On peut faire doser des substances chimiques. Bon, là, vous avez une image un peu compliquée d'une technique qu'on appelle la spectrométrie de masse. La spectrométrie de masse a révolutionné l'étude de l'exposome parce qu'on peut, en faisant une analyse en spectrométrie de masse, vous avez souvent 2-3 000 pics. Et souvent, vous arrivez à les identifier. Pas toujours, mais vous arrivez à les identifier. Vous pouvez aussi faire des dosages beaucoup plus quantitatifs. Là, c'est un moins nombre de cas, mais vous pouvez le faire. Et ça augmente régulièrement. Moi, j'ai commencé... un de mes travaux à Necker ont été d'acheter des appareils de spectrométrie de masse et de transférer toutes les techniques qu'on avait par des techniques que je considérais un peu vieillottes sur la spectrométrie de masse qui donne des valeurs beaucoup plus sûres. Donc, la spectrométrie de masse ici a vraiment permis de dosage dans le sang, dans les urines, dans les tissus, de beaucoup de substances. Et puis ensuite, on va pouvoir comparer à ce qu'on appelle les omiques. Donc vous pouvez sur du sang étudier les métabolites, la métabolomique, ou étudier les protéines dans le sang et la protéomique, c'est quand vous étudiez en ce sens-là. Et vous pouvez comparer. C'est-à-dire, si vous êtes exposé à telle ou telle substance, qu'est-ce que ça implique sur vos protéines endogènes, sur votre expression. Et puis, donc, vous allez pouvoir faire des études de cohorte en population. Donc, les études de cohorte, c'est l'épidémiologie, ce qu'on appelle l'épidémiologie, et qui permet d'avoir sur des grandes populations une idée du niveau d'exposition et de la corrélation qu'il y a entre une exposition donnée et une maladie donnée ou un marqueur donné. Donc c'est ce qu'on fait beaucoup à l'INSERM. Donc, vous avez des très très grandes cohortes, par exemple, ce qu'on appelle les cohortes de naissance, c'est-à-dire vous essayez de recruter les gens pendant leur grossesse. Ils ne sont pas malades, ils sont très bien, pas de problème. Pendant la grossesse, donc vous prélevez, donc vous avez une idée de l'exposition du fœtus à ce moment-là, si vous dosez un certain nombre de choses. Et puis vous suivez l'enfant à la naissance, à 1 an, à 2 ans, etc., tout au long. Donc on est en train, là, c'est un de mes travaux les plus importants actuellement, de monter une nouvelle très grande cohorte à 100 000 familles, ce qui est énorme. Habituellement, on est 1000, 2000, 3000. Donc là, on est à 100 000 familles pour pouvoir étudier des maladies plus rares qu'avant. Donc, et pour pouvoir faire des dosages les plus sophistiqués possibles et les plus nombreux possibles pour pouvoir faire ce type de corrélation. Donc, on avance comme ça. Et puis, il y a tout ce qui est mécanistique. Donc ça, c'est des cellules que je vous montre. Donc, vous pouvez faire des études au laboratoire sur vos cellules. Vous pouvez faire même des études sur des protéines, sur la structure des protéines, une fois qu'une substance chimique s'est associée à la protéine. Et puis, il y a tout à nouveau le numérique. On est dans l'époque des modèles numériques, de l'intelligence artificielle et tout ça, et qui nous permet de mieux comprendre les processus en cours. C'est-à-dire, si vous avez une substance chimique ou un stress physique qui vient affecter une protéine donnée, quelle qu'elle soit, vous pouvez petit à petit décrire tous les événements à l'échelle de la cellule, à l'échelle de l'organe et à l'échelle de l'organisme, de la maladie, donc toutes les étapes importantes. Bon, on appelle ça AOP, peu importe, mais ce formalisme-là nous permet d'avoir tous les mécanismes possibles, et la communauté est telle qu'on met ça dans ce qu'on appelle AOP Wiki, c'est-à-dire un site international, comme Wikipédia, enfin, je veux dire, sauf que c'est sur les AOP, et les gens, quand ils trouvent un mécanisme donné, ils le mettent pour que les autres le critiquent ou le confortent, etc. Et l'intérêt de ce type d'approche, c'est que vous ne mettez pas ce que vous pensez seulement comme mécanisme, mais vous donnez le poids des preuves. À chaque étape, si vous passez d'un événement moléculaire à un événement cellulaire, vous dites, là, je passe de tel événement moléculaire à tel événement cellulaire, mais le poids des preuves est fort, moyen, faible, pour qu'on puisse
regarder ça et non seulement avoir une idée de ce mécanisme, mais avoir une idée de la valeur de ce mécanisme. Et un appel aux autres de venir soit conforter, soit nier ces étapes-là. Donc c'est une autre manière de faire la recherche qu'on a tous eu l'habitude de faire, c'est de mettre ça dans un site et de travailler un peu tous là-dessus pour pouvoir faire avancer en fait ces connaissances-là. Je pense personnellement que c'est vers ça que devrait aller la recherche, parce que les problématiques sont suffisamment complexes, suffisamment larges, pour qu'on ne puisse pas... Une seule personne dit « moi je vais faire, c'est mon sujet, et puis je fais ça ». Non, il y a une convergence, et puis une critique, et puis comme on est des scientifiques, il y a peu de choses dont on est absolument sûr, mais il y a des choses pour lesquelles on a un poids de preuve fort, des choses pour lesquelles le poids des preuves est plus faible, etc. etc. C'est ça la vraie étude. C'est quelque chose que moi je prêche, parce que, bon, que tout le monde en science dit, hein, je veux dire, il faut toujours savoir, quand on affirme quelque chose, quel est le poids des preuves. Difficile à faire passer dans un message public, parce que difficile pour des gens qui ne sont pas des scientifiques d'accepter que c'est pas soit noir, c'est cancérigène ou c'est pas cancérigène ton produit chimique, c'est un peu ça la question. Et la réponse n'est jamais aussi simple. Le cirque à Lyon que j'ai cité tout à l'heure, il dit ça c'est classe 1, ça veut dire on est sûr que c'est cancérigène, mais ça c'est classe 2A, c'est-à-dire il y a une forte probabilité, mais j'ai pas tous les arguments pour dire. Et puis ceux-là, je le classe en 2B, c'est possible, mais il me manque plus d'arguments. Et le troisième, c'est on n'a pas d'argument. Bon. Donc c'est comme ça, et ça c'est notre vraie vie. Et pour des scientifiques qui doivent donc donner cette information au public, et je trouve que c'est notre mission, c'est notre rôle de transmettre. Mais on doit aussi transmettre le fait que tout n'est pas noir et blanc. En fait, il y a beaucoup de nuances de gris, et on est obligé de faire. Ça n'empêche pas d'agir, parce que si quelque chose est quand même gris, voire gris foncé, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, qu'il faut attendre que les chercheurs trouvent plus d'arguments. Non, ça veut dire parfois que par précaution, on est obligé de prendre des décisions. Et donc, c'est très associé à la notion de précaution. Bon, je suis parti sur autre chose. Donc, l'univers chimique, on va dire qu'il y a 100 000 molécules, il y en a beaucoup plus, mais enfin bon. Et surtout, l'idée importante, c'est que la plupart des études, notamment en toxicologie habituelle, était fait sur un produit, un effet, ou quelques effets, mais enfin un produit, alors que notre vraie exposition, ici dans cette salle, je suis sûr qu'on est exposé à des centaines, voire des milliers de substances chimiques qui traînent par-ci par-là. Tout dépend de la dose, mais bon, il y a beaucoup de substances qui émanent des ordinateurs, qui émanent du plastique, qui émanent d'un peu partout. Voilà. Et donc, la vraie vie, c'est l'effet des mélanges. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile à évaluer. Et donc, on est obligé de passer par différentes disons, approches. Bon, là, je vous montre quelque chose d'archi compliqué, mais peu importe. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est une représentation des différents mécanismes de beaucoup de produits chimiques. Le principe est, oubliez cette figure, le principe est simple. S'il y a 100 000 substances chimiques importantes, il n'y a pas 100 000 mécanismes d'action. Donc, je vais essayer de prendre cet ensemble qui est complexe à 100 000 et essayer d'avoir une hypothèse sur les mécanismes d'action de ces substances chimiques pour réduire à quelque chose de plus simple autour d'une trentaine ou d'une quarantaine de mécanismes. Et ensuite, je vais étudier les interactions entre différents mécanismes. Donc, c'est une manière de réduire la complexité, si on n'en est pas là, hein, mais on essaye d'avancer. Il y a un programme américain qu'on appelle TOX 21, où ils ont défini 25 ou 30 tests simples. Ils prennent les molécules chimiques l'une après l'autre et ils les font passer sur tous ces tests. Ils en sont à une vingtaine de milliers de substances chimiques, ce qui est déjà très bien. Donc, ce qui fait que pour chacune des substances chimiques, on a à peu près une idée où est-ce que ça peut taper. Et donc, l'idée, c'est... Et là, l'intelligence artificielle va beaucoup nous aider. L'idée, c'est du coup d'essayer de prédire ce que font les mélanges de 2, 3 ou 4 molécules, sachant quel est leur mécanisme d'action. Si le mécanisme d'action, le plus simple, c'est ça, c'est des substances qui ont le même mécanisme d'action. Là, on sait qu'il faut faire de l'addition de doses, c'est-à-dire de prendre les doses de chacune de ces substances, de donner un petit facteur lié à la force de cette substance sur le mécanisme, à la capacité de cette substance à activer un mécanisme, et d'additionner.
Et ça, c'est ce qui reflète le plus ce que fait le mélange de ces substances. Dans le domaine des dioxines, on a la chance, on fait ça depuis 35 ans. Parce qu'on sait, dans le domaine de la dioxine, sur quel est le mécanisme initial. Il y a un récepteur, une protéine dans la cellule qui est touchée par la dioxine, et ça, on le sait. Et les molécules proches, il n'y a pas une seule dioxine, il y en a des tas. Toutes les dioxines touchent ce récepteur, mais avec une affinité différente. Donc, en moyennant un petit facteur correctif, on additionne ces doses, et c'est ça ce qu'on vous donne quand on dit vous avez tant de dioxines dans le sang. Ce n'est pas une seule molécule, c'est en fait un ensemble de molécules avec... Donc, avec ça, on peut peut-être avancer petit à petit pour identifier les effets des mélanges, mais on est loin d'avoir réglé cette problématique. Et du coup, comme notre intérêt, c'est d'essayer de conseiller les agences, parce que les agences réglementaires, elles sont censées nous protéger. Si elles font que des travaux substance par substance, elles ne nous protègent pas vraiment, puisque nous, on est exposés à une multitude. Et elles sont très embêtées, parce que ce n'est pas simple. Donc, ce qu'elles vont faire, c'est... Elles vont, vous savez, quand elles fixent, par exemple, une valeur limite de toxicité, c'est-à-dire, en gros, si on est en dessous de cette valeur, on est à peu près tranquille. Au-dessus, on commence à s'inquiéter, mais bon, pas nécessairement, c'est pas la catastrophe, mais on commence à s'inquiéter quand même. Et donc, de baisser ces valeurs limites pour essayer d'être plus protecteur, de baisser de 10 fois ces valeurs limites pour dire, en fait, quand on est au-dessus de ces valeurs limites, cette substance, il faut faire vraiment, vraiment gaffe. Donc, et ils essaient de trouver des approches, une manière pragmatique et simple de gérer cette question des mélanges. Et cette question des mélanges, elle est au cœur de problématiques d'exposome. C'est la vraie exposition. Alors, après ces quelques considérations, je voulais passer à des implications sanitaires ou sociétales, si vous voulez bien. Et un des premiers, c'est le changement climatique, parce que bon, les gens qui travaillent sur le changement climatique ne sont pas les mêmes que ceux qui travaillent sur l'exposome, mais en réalité, c'est la même chose. C'est-à-dire, que fait le changement climatique ? Il va modifier notre exposome. Il va augmenter la chaleur. Donc ça, c'est un stress physique. C'est typiquement un stress physique. Il va altérer la qualité de l'air, notamment l'ozone, augmentation de l'ozone. Chimique, donc voilà. Il va modifier l'eau, hein, donc soit concentrer ce qu'il y a dans l'eau avec pas mal de petites bêtes qui traînent, etc. Il va raréfier l'alimentation, potentiellement dans certains pays en tout cas. S'il y a des sécheresses qui se développent, ça va être un problème. Et puis il y a les facteurs biologiques, c'est-à-dire les infections, les maladies à vecteurs. Ce qui n'est pas là aussi, c'est les pollens. Ça, les pollens, ils peuvent augmenter parce que certaines plantes vont migrer vers le nord et donc augmenter la quantité de pollen, mais surtout, les UV vont pouvoir casser les gros pollens en petits pollens, et les petits pollens sont plus allergisants que les gros pollens. Donc voilà, donc c'est par ce biais-là que ça marche. Et puis il y a tout ce qui est facteurs psychosociaux, quand on a eu des phénomènes extrêmes, quand on a vécu des phénomènes extrêmes, soit des grosses chaleurs, soit des inondations, on voit les inondations un peu partout. Il y a de l'éco-anxiété, il y a des facteurs psychosociaux qui rentrent en jeu. Donc en fait, le changement climatique, c'est une modification un peu complète de toutes les dimensions de l'exposome, donc il faut le voir comme ça. L'autre problématique de l'exposome, c'est ce qu'on appelle les périodes de vulnérabilité. Et j'ai beaucoup parlé de la petite enfance, de la période fœtale et de la petite enfance, qui sont des périodes où on est plus fragile vis-à-vis de certaines expositions. Pourquoi ? Parce que les tissus sont en train de se constituer. C'est un peu comme une maison qu'on est en train de construire. Elle est plus fragile à une tempête que une maison déjà construite. Donc, ils sont en train de se constituer. Et donc, tout facteur de stress qui vient perturber ce processus va avoir des effets plus facilement que chez un adulte où les choses sont déjà plus ou moins établies et va avoir un peu plus de difficultés. Mais donc, j'ai cité tout à l'heure l'exemple du discibène, mais il y en a bien d'autres. Il y a tous les stress nutritionnels qui ont été les plus étudiés. Des gens, par exemple, des femmes enceintes qui ont subi une famine pendant leur grossesse. Il y a un cas exceptionnel qui est en Hollande pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les femmes qui étaient enceintes à cette période-là, certaines régions de Hollande ont subi une famine extraordinaire parce que les Allemands s'étaient retirés, les Alliés n'étaient pas tout à fait là, il n'y avait plus rien à manger. Pourquoi on en parle ? C'est parce que les médecins, à l'époque, ils ont eu l'idée, la présence d'esprit de suivre ces femmes qui ont subi ces famines-là et de suivre les enfants. Et ils ont corrélé la présence de famine pendant la grossesse à des problèmes
chez l'enfant qui grandit, avec de l'hypertension dans certains cas, des maladies métaboliques dans d'autres cas. C'est intéressant, c'est-à-dire selon la période de la grossesse, la maladie qui est augmentée plus tard dans la vie n'était pas tout à fait la même. Donc le stade de développement était très important. Alors, il faut expliquer ça. Pourquoi cette période-là fait que c'est plus vulnérable, et pourquoi quelque chose qui nous a concernés quand on était tout petit peut encore se révéler quelques dizaines d'années plus tard. Bon, une de les explications, donc là je rentre dans quelque chose d'un peu plus biologique, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Bon, ça peut être la génétique, c'est-à-dire si une substance a entraîné une mutation, un changement de la séquence de notre ADN, ça peut être ça. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ce que ça entraîne. Ça entraîne des modifications dites épigénétiques pour les biologistes, soit de la méthylation de l'ADN qui est modifiée, soit de la modification des protéines qui sont autour de l'ADN qu'on appelle les histones, soit des modifications de certains ARN. Mais pour les non-biologistes, pourquoi l'épigénétique est si importante? Parce que c'est une modification qui est héritable d'une cellule à une autre. C'est-à-dire, ici, vous avez la cellule fœtale. Admettons qu'elle soit modifiée, qui est quelque chose la méthylation de l'ADN est modifiée, une modification épigénétique. Cette modification ne disparaît pas quand la cellule se divise en deux et qu'ensuite elle continue à se diviser. Elle reste. Ce qui fait que si vous avez modifié cette modification épigénétique, si vous l'avez modifiée pendant la vie fœtale, elle reste tout au long de la vie et donc elle peut impacter la personne des dizaines d'années plus tard. Juste une illustration de ça, ça a été très très bien fait sur les personnes qui fument tabac. Les personnes qui fument, bon, au-delà du fait que ça peut produire des mutations, mais ça peut produire aussi beaucoup de modifications dites épigénétiques. Alors l'étude était très très bien faite parce qu'elle a pris des gens qui fument, des gens qui n'ont jamais fumé. Elle a comparé les profils épigénétiques de l'ADN, des gènes, et elle a trouvé une différence. Bon, logique, on savait ça à peu près. Mais ce qui était intéressant, c'est de prendre des gens qui ont arrêté de fumer 20 ou 30 ans avant. Donc, on les dose, ils ont arrêté de fumer. Donc, vous pouvez dire, a priori, ils devraient ressembler à ceux qui n'ont jamais fumé. Eh bien non, ils sont entre les deux. Ils sont entre ceux qui fument encore et ceux qui ne fument pas. Ça veut dire que certaines modifications épigénétiques ont persisté 20 ou 30 ans plus tard. Donc, c'est un mécanisme qui peut expliquer pourquoi une exposition à ce moment-là peut ne se révéler cliniquement que des années plus tard, parce que sans doute, des marqueurs épigénétiques ont persisté et ont fait qu'à un moment donné, ils se sont révélés cliniquement avec le vieillissement, l'âge, etc. Bon. Donc, on travaille beaucoup. Exposome et épigénétique, c'est vraiment un champ extrêmement intéressant qui nous concerne. Rapidement sur les aspects sociétaux, bon, oubliez ce qui est en bas. En fait, inégalité sociale et exposome, c'est un domaine majeur de travaux. Pourquoi? Parce que beaucoup des expositions que nous avons sont différenciées socialement, c'est-à-dire les personnes les plus défavorisées n'ont pas la même type ni d'exposition ni d'impact biologique de ces expositions que les personnes les plus favorisées. Je donne un exemple, vous avez peu de moyens, vous allez habiter peut-être plus facilement à côté d'une autoroute ou du périphérique, donc vous êtes exposé à une pollution de l'air plus importante, à du bruit plus important. Sans doute, vous ne serez pas dans un immeuble aussi bien isolé que dans d'autres cas, donc vous allez avoir les pics de chaleur l'été quand il y a eu des grandes chaleurs. Vous allez avoir tendance à acheter de l'alimentation la moins chère possible, plutôt ultra transformée, etc. Et donc, vous allez augmenter vos risques sur le plan alimentaire. Vous avez moins de chances de vivre dans un endroit avec des jolis parcs. Vous allez avoir moins de chances d'avoir des espaces verts, d'aller vous promener dans des espaces... Il y a toute une série de choses qui font que les personnes les plus défavorisées peuvent avoir des expositions plus importantes, en tout cas à certains phénomènes négatifs. Donc, ce n'est pas toujours vrai, attention, mais c'est en moyenne assez vrai. Ce n'est pas toujours vrai parce que les personnes les plus défavorisées mangent moins de poissons, par exemple, que des personnes, disons, qui ont les moyens. C'est quand même pas donner le poisson. Il y a un peu plus de mercure et de dioxine dans les poissons, donc surtout le saumon. Hein, voilà. Donc bon, c'est pas vrai pour tout, mais dans l'ensemble, il y a
une phénoménologie sociale, en tout cas des expositions et de leur impact. Donc, on s'intéresse beaucoup à ces aspects-là. On a dit tout à l'heure que c'était multidisciplinaire, c'est un bel exemple. Et puis, l'exposome et le genre, on m'a demandé une fois de faire un topo là-dessus. C'est pas tout à fait pareil, les expositions d'une femme et les expositions d'un homme, pour des tas de raisons. Hein. Le fait qu'elles ont des professions différentes. Bon, aux caisses des grands magasins, vous avez des supermarchés, vous avez toujours, quasiment toujours des femmes, enfin en très très grande majorité. Et à l'époque, on s'est intéressé parce que les tickets de caisse contenaient du bisphénol A. Donc, elles étaient tout le temps, elles manipulaient tout le temps, et donc c'est chez elles qu'on a trouvé plus de bisphénol A. Donc là, voilà une différence. Et puis, le ménage est plus souvent fait par les femmes. Elles n'ont pas le même rapport entre masse adipeuse et masse musculaire. Il y a des différences importantes entre hommes et femmes qui font que, effectivement, il y a des raisons d'étudier l'exposome plutôt, enfin, différencier l'exposome selon le genre. Là, juste une illustration d'un champ de pathologie qui est la pathologie du foie. Là, donc c'est le foie qu'on voit là, et on le voit se remplir de graisse dans un premier temps, devenir cirrhotique, fibrotique avec de la fibre, et puis ça peut aller jusqu'au cancer. Donc les maladies du foie sont représentées ici au centre, mais le foie est un bel exemple parce que le nombre de facteurs qui peuvent entraîner une maladie du foie est extrêmement nombreux. Bon, il y en a que vous connaissez, l'alcool. Bon, ça, on sait que l'alcool a un effet sur le foie. La malbouffe, comme on dit, ça, c'est sûr que la malbouffe entraîne une stéatose hépatique plus importante. Les virus, les virus des hépatites, bien entendu. Certains médicaments, même courants, hein, le paracétamol, bon, c'est bien si on a mal à la tête, mais il faut savoir qu'il y a un impact hépatique possible. Les molécules du microbiote intestinal, la pollution de l'air, pourtant Dieu sait, on se dit la pollution de l'air c'est les poumons, ben non, ça impacte aussi indirectement le foie, et puis tout ce que j'ai dit sur les pollutions environnementales. Et souvent, c'est l'interaction entre ces différents facteurs qui entraînent les effets les plus graves. Ça a été très bien démontré en Chine, dans des pays du Sud-Est, où l'interaction entre le virus de l'hépatite et une mycotoxine présente, vous savez, si vous laissez les grains et les blés longtemps dans un milieu très humide, etc., il se développe des moisissures qui, dans certains cas, peuvent sécréter des toxines. L'aflatoxine, en tout cas, elle est très connue. Mais ça a été très bien démontré que c'est l'interaction entre aflatoxine et infection par le virus qui entraîne les effets les plus marqués sur le foie. Donc, étudier l'exposome, vous savez, l'exposome, il est là, hein. Étudier l'exposome du foie est vraiment important et intéressant pour savoir quels sont les impacts. Beaucoup de gens s'intéressent aux villes. Pourquoi ? 70% de la population est dans les villes, 80% en projection à 10-20 ans. Donc c'est vraiment, beaucoup de gens vivent dans les villes. Et les villes concentrent en fait toute une série d'expositions. Pollution de l'air. Là, j'ai entendu ce matin, il y aura peut-être plus de ZFE. Bon, je sais que les gens n'aiment pas les ZFE pour des tas de raisons, mais il faut reconnaître que la pollution à Paris a baissé. Hein. On peut ne pas être content de certaines choses, mais la pollution a baissé. On est encore au-dessus de la valeur seuil de l'OMS, mais on a baissé significativement la pollution de l'air à Paris. Donc, pollution de l'air qui baisse dans une ville, ça veut dire moins de crises d'asthme, moins de crises cardiaques aux urgences. Donc, c'est quelque chose qu'on mesure directement. Et puis il y a le bruit, l'air, le stress, voilà, j'en passe, hein, les villes. Donc il y a beaucoup d'études qui concernent le milieu urbain. Le travail, le milieu du travail est un endroit vraiment important pour étudier l'exposome, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans une usine, vous avez le bruit, des produits chimiques, le stress voilà, le patron, etc. Donc tout va mal. Et donc ça peut entraîner des effets, donc ça c'est des champs qui sont poursuivis. Et puis il y a les facteurs sociaux qu'on essaye de répertorier ici. Donc c'est toujours compliqué hein, de mesurer la défaveur sociale. C'est le niveau d'éducation, le salaire du machin, le nombre de personnes dans la famille, etc. Le fait d'être monoparental ou pas monoparental. Il y a toute une série de critères qu'on essaye de rassembler dans un facteur ici, une approche, hein, je ne suis pas sûr que ce soit la seule ou la meilleure, mais une approche, c'est le facteur adversity, donc le facteur voilà, des facteurs adverses, quoi, qui résume en fait les facteurs adverses. Et cette étude montre que si on prend en compte ce facteur,
Donc en intégrant tout ce qui peut mal se passer sur le plan social, l'exposome, on a des effets sur un certain nombre de pathologies. Là, je pense que c'était l'obésité en particulier. Donc le social compte, il est plus difficile à analyser, à décortiquer, mais on essaye de le rendre, d'harmoniser en tout cas, que ce qu'on fait en France ou en Pologne ou aux États-Unis soit à peu près harmonisé en termes de facteurs sociaux, qu'on parle de la même chose. Bon, ça, c'est un travail qu'on avait fait avec Paulo Vines, où on proposait qu'on démarre la vie avec un capital. Bon, c'était capital biologique, hein, mais les sociologues appelaient ça le capital culturel ou ce que vous voulez, mais enfin, on part avec un capital biologique, c'est les gènes, etc. Et puis ensuite, on subit toute une série d'influences qui sont liées beaucoup à notre niveau social, et qui peuvent finalement impacter la biologie et augmenter le risque de maladie. Alors, sur l'exposome, il y a pas mal d'implications qui sont biomédicales. Ça a permis beaucoup d'innovations conceptuelles. Les détecteurs, les capteurs, j'en ai parlé, la surveillance des émergences, la modélisation, j'insiste beaucoup, les mélanges, voilà, une médecine systémique, c'est-à-dire on étudie ensemble beaucoup de facteurs de stress et pas chacun individuellement. Donc c'est une conception multifactorielle et donc ça nécessite pour les médecins en particulier une formation très multidisciplinaire pour les médecins et pour les autres. Hein, donc c'est bon. Et donc ça a des implications en prévention, ça a été cité tout à l'heure, et je te remercie pour ça, parce que c'est ça le but. C'est est-ce que c'est utile d'une manière ou d'une autre, dans la réglementation, par exemple pour les mélanges, dans le développement de centres où on peut explorer les effets de l'environnement, c'est-à-dire où il y a des experts qui peuvent vous dire, si vous vivez à tel endroit, dans telles conditions, ben, peut-être qu'il faut faire gaffe, il faut peut-être faire tel ou tel travaux pour pouvoir éviter ça. L'intérêt pour des populations vulnérables, et puis des messages de santé publique. Par exemple, quand on vous dit manger 5 fruits et légumes par jour, c'est parfait, ils ont raison quand on vous dit ça, c'est vrai. Mais si un toxicologue comme moi vient vous dire que les pesticides, c'est pas top pour la santé, et comme pratiquement 97% des fruits et légumes contiennent des pesticides, on peut se dire quel est le message, qu'est-ce que je dois en conclure? Il faut qu'on ait un message cohérent, c'est-à-dire, oui, fruits et légumes, mais plutôt acheter achat local, plutôt bio si on peut, enfin, si c'est pas trop cher, etc., etc. Là se pose le problème social, parce que si on n'a pas les moyens, ben voilà. Donc c'est complexe, mais en tout cas, il faut qu'on aille jusque-là. Et puis au niveau individuel, ce que j'appelle une prévention de précision, mais ça veut dire que selon notre mode de vie, il y a peut-être plus de prévention à avoir. Donc si on ne fait pas beaucoup de sport, qu'on vit dans un endroit pollué, voilà, qu'on mange ultra transformé, il faut qu'il y ait un conseil qui vous dise écoutez, il faut peut-être au moins modifier selon vos moyens, mais modifier quelque chose dans ce mode de vie pour pouvoir, disons, diminuer vos risques de pathologie. Ah ben voilà, c'était ma dernière diapo, donc ravi de répondre à vos questions. Je voudrais poser une question. Est-ce que, en conclusion, on peut écrire des règles de vie, des règles quotidiennes de vie pour chaque individu, et ces règles de vie, elles dépendent de l'endroit où on vit, naturellement? C'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il existe Rapproche-le. Pardon. Est-ce qu'il existe des règles de vie, des centres d'exposome en Orient comme en Occident, en Afrique? Parce que là, les expositions sont totalement différentes de ce que l'on vit ici. Donc voilà, oui. Non, mais enfin, on ne va jamais imposer à quelqu'un, les gens sont libres, encore et heureusement. Mais bon, on peut donner des recommandations d'ordre général. Il y a des recommandations d'ordre général et qu'on voit augmenter. Maintenant, vous les entendez presque partout, c'est-à-dire on sait que l'exercice physique, c'est quelque chose d'important, qu'il ne faut surtout pas, que la sédentarité, c'est vraiment quelque chose à éviter. Donc ça, c'est assez clair. On sait que l'alimentation doit être équilibrée. J'ai des diapos sur la viande, par exemple. Bon, j'aime beaucoup ça, hein. Je ne suis pas végétarien, mais j'aime bien la viande. Mais il est évident qu'il faut baisser la quantité de viande dans l'alimentation, qu'il faut prendre des
des légumineuses, des végétaux en général, mais même des légumineuses, il y a plein de protéines. Il faut prendre des protéines, ça c'est normal. Mais dans un plat de lentilles, j'adore les lentilles, donc dans un plat de lentilles, il y a beaucoup de quoi compenser. Donc il y a quelques messages généraux qu'on peut presque faire à tout le monde. Et puis ensuite, en fonction... Si c'est un individu, je dirais, qui a une histoire familiale, par exemple, de cancer du côlon, il y a une histoire familiale, donc il faut qu'il fasse un tout petit peu plus attention, même sur ce plan-là. Et donc la viande et charcuterie, plutôt à éviter, quoi. Je veux dire, parce que là, c'est un facteur de risque qui augmente. Bon, au-delà de la prévention qui est d'aller se faire des examens régulièrement. Bon, mais je dirais que dans le mode de vie. Et puis, c'est vrai que, quel que soit ce qu'on a, quasiment, l'exercice physique améliore. C'est une règle un tout petit peu générale. Et l'alimentation équilibrée, c'est des banalités, ce que je raconte maintenant, parce que c'est tellement diffusé un tout petit peu partout, mais toutes les études actuelles sur l'exposome vont dans ce sens-là. Évidemment, ensuite, on peut entrer dans des choses beaucoup plus précises. C'est-à-dire, vous travaillez dans tel endroit, vous êtes exposé à telle chose, là, évitez telle ou telle chose, etc. Donc là, on rentre dans la précision, dans des choses plus factuelles, et on peut faire des dosages aussi pour voir si on a une... Mais dans des cas précis, justifiés. Ce n'est pas la peine que tout le monde aille se faire doser tous les produits chimiques, parce que vous n'allez pas aimer. Donc, ce n'est pas la peine. Et puis, on ne pourra pas vous dire grand-chose. Mais dans certaines conditions bien précises, on peut l'envisager. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez donné l'exemple entre de l'exposome et l'épigénétique. Oui. Et vous avez donné l'exemple des fumeurs. Oui. Donc il y a un groupe de fumeurs qui n'ont jamais fumé et entre deux. Et entre deux, vous avez dit qu'ils ont trouvé quelque chose entre deux. Mais pourtant, plusieurs études ont été menées et ont démontré que quand on arrête de fumer pendant un certain nombre d'années, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on encourage les gens, la probabilité d'avoir un cancer se réduit presque à la même chose que celui qui n'a jamais fumé. Au bout de très longtemps, non mais elle ne se réduit pas tout de suite. On ne perd pas, si on a arrêté 1 an, il ne faut pas croire qu'après avoir fumé 35 ans dans sa vie, on arrête 1 an, qu'on a réduit complètement. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai parce qu'en réalité, au bout d'un certain temps, c'est possible. Oui, c'est sans doute vrai. Et donc, il faut arrêter de fumer quand on fume. Ça, c'est la recommandation. Bon, elle est tout à fait évidente. Donc, sur ce plan-là, vous avez raison. Mais ce que je disais, c'est que on garde malgré tout une mémoire du fait d'avoir fumé. Alors, c'est peut-être pas suffisant pour développer un cancer. Mais... Alors, dans l'étude, c'est très difficile de quantifier parce que c'est une étude très générale sur l'ensemble de la méthylation de l'ADN. Donc, c'est un rapport, c'est-à-dire vous avez 5% ou 10% qui restent ou 20% qui restent de vos changements de méthylation liés au tabac. Personne ne sait si ça, c'est suffisant ou pas pour, si tu veux, qu'il n'y ait plus d'effet clinique. Mais votre point est juste, c'est-à-dire parfois les marqueurs biologiques ne sont pas immédiatement corrélés à un marqueur clinique. Ils le sont souvent, mais pas nécessairement toujours. Et parfois, on diminue nos risques cliniques alors que la biologie n'est pas allée à zéro. Ça, sur ce plan-là, vous avez raison. Je n'ai pas d'explication particulière là-dessus. Il faut vraiment étudier où se fait la baisse de méthylation de manière beaucoup plus précise pour que je vous donne quelque chose qui soit scientifiquement valable. Oui, bon, c'est très intéressant parce que ça pose énormément de problèmes. Mais parmi ces problèmes, vous avez parlé de différence entre les hommes et les femmes. Oui. Et là, je voulais vous demander, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un problème hormonal ? Si, bien sûr. Non, mais vous avez tout à fait raison. Enfin, j'ai juste signalé le point. Quand on va plus dans le détail, évidemment, il y a la physiologie hormonale est très différente entre un homme et une femme, et selon les expositions, selon le type de perturbateurs endocriniens, les plus connus, c'est les perturbateurs endocriniens qui modifient les œstrogènes. Bon, et donc là, vous avez plutôt touché les femmes, mais beaucoup de ces mêmes perturbateurs endocriniens, ou d'autres d'ailleurs, ont un effet anti-androgène. Et là, vous allez plutôt toucher les hommes, mais vous touchez les femmes aussi, parce qu'elles ont un peu d'androgène. Donc, c'est pas noir et blanc.
C'est pas noir et blanc, mais vous avez raison, c'est une différence. Oui, et au fait, les comparaisons peuvent être faites entre les femmes et les hommes qui travaillent au même endroit et qui ont les mêmes métiers. Par exemple, vous, deux médecins à l'hôpital. Ce n'est plus la différence qu'on faisait dans le temps où la femme restait à la maison et elle faisait à manger, et l'homme qui travaillait. Non, bien sûr. Donc ça peut changer. Non, aussi. mais il y a des différences liées aux expositions, donc voilà. Ça, mais il y a des différences liées à la physiologie et la réponse de l'organisme à ces expositions, et qui peut donc, évidemment, dans les mêmes types d'expositions, une femme peut ne pas réagir de la même manière qu'un homme, bien entendu. Et alors, une deuxième petite question qui fait suite à ce qu'a demandé Pierre. Est-ce que entre les gens qui vivent à la montagne, par exemple, et les gens qui vivent en plaine et au bord de la mer, est-ce qu'on peut voir des différences? En fait, je pense que, là, j'ai pas en tête une étude très précise, mais ce qui est bien connu, c'est l'hypoxie relative. Ce qui était connu dans le temps, c'est le manque d'iode. Hein, ça, c'est quelque chose de très ancien et de classique. Et manque d'iode, ça veut dire thyroïde qui ne marche pas, ça veut dire quand même problème de développement cérébral chez l'enfant. Hein. Donc la thyroïde, c'est fondamental. Donc l'iode, c'est normal qu'on compense actuellement. Donc il y a évidemment des différences, et il est logique de trouver ce type de différence, bien sûr. Merci. Il y a une question là. Je vous remercie pour votre exposé. Vous disiez que vous faisiez des études épidémiologiques à Necker, c'est l'hôpital des enfants malades. En ce qui concerne les grossesses, quand vous faites vos études, vous basez sur le liquide amniotique ou le cordon ombilical, et à quel stade de développement? Alors, les grossesses, l'idéal, c'est d'avoir des échantillons de la mère. Si vous voulez, liquide amniotique, on en a parfois. J'ai fait une étude sur le liquide amniotique, sur l'épiphyse notamment, qui passe, et il y en a dans le liquide amniotique. Il y en a moins que dans le sang de la mère, c'est-à-dire que le placenta joue son rôle, mais il joue son rôle à 90%, c'est-à-dire il reste 10%, ce qui n'est pas rien quand même vis-à-vis du fœtus. Donc parfois on a du liquide amniotique, la plupart du temps non, mais dans les grandes études dont je parlais de cohorte, on peut faire beaucoup de choses, mais l'idéal, c'est de faire les choses les moins agressives possibles. Liquide amniotique, c'est quand même un peu risqué. Donc, sang, urine de la mère, on peut prendre aussi des ongles, des cheveux. On peut faire des tas d'études là-dessus. Voilà, principalement. Ensuite, le sang de cordon, évidemment. Parfois, certaines études démarrent à la naissance. L'étude ELF, elle démarre à la naissance. Donc là, on a beaucoup de sang de cordon. On fait surtout sur le sang de cordon. Mais nous, on préfère faire démarrer pendant la grossesse, parce qu'il se passe beaucoup de choses pendant la grossesse qui sont importantes, pas uniquement à la fin. Vos études sont locales, en ce sens qu'elles ont été faites durant ces dernières années. Mais le climat, beaucoup de facteurs vont évoluer assez rapidement, prochainement. Dans quelle mesure avez-vous pu faire des études un peu prospectives sur ces évolutions et sur les conséquences et les moyens de remédier à des difficultés particulièrement graves? Oui, non, mais ça, vous avez tout à fait raison. Hein. Donc, les études qu'on a, elles sont vraies au moment où on les fait, etc. Et s'il y a des évolutions importantes, il faut arriver à s'adapter, ou alors à recommencer les études. On ne peut pas toujours les recommencer, ce sont de très grosses études, mais on peut s'adapter et se projeter. Alors j'en profite pour vous dire que jeudi prochain, le 29 janvier, j'organise à l'Académie de médecine une journée sur changement climatique et santé en Méditerranée. Je le signale parce qu'il y a un des orateurs qui fait de la prospective. Son job, et donc sur la Méditerranée, ils ont fait pas mal de prospectives sur le plan méditerranéen. Et pourquoi la Méditerranée? C'est là que le changement climatique va être un des plus violents. Donc, avec les connaissances qu'on a, on peut se projeter, on peut essayer de faire. Mais ça reste des projections, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus refaire tout à chaque fois. Hein. Il n'y aura jamais les moyens. Donc, on a par exemple des études actuellement montrant que la chaleur, les pics de chaleur qu'on a parfois à l'été, entraînent des accouchements prématurés, un effet sur la grossesse. Donc, à partir de là, on peut se dire que plus il y a de pics de chaleur dans l'avenir, plus il y aura. Donc, on peut faire ce type de projection. Bon, voilà, ça reste des projections, hein, je suis bien d'accord avec vous, mais on essaye.
Alors, moi, ma question, c'est, en ce moment, donc, on essaie de dire que l'environnement a effectivement un impact énorme sur la santé, mais comme tout cela, c'est statistique, enfin, ça ressort de ce que vous avez dit. Oui. Comment faire pour lutter contre la campagne de doute que beaucoup de lobbies essaient de maintenir pour que ça reste sans effet? Ma position est assez claire là-dessus. Il faut s'en tenir à ce que notre culture scientifique nous impose. C'est-à-dire, si on commence, nous, à avoir le même langage, c'est-à-dire c'est comme ça et pas autrement, et je pense qu'on se perd, parce que le premier coup où la réalité nous contredira, on dira, mais vous voyez, vous avez dit n'importe quoi. Et d'ailleurs, on nous le dit parfois sur certaines choses qu'on a un peu que les uns et les autres ont un peu affirmé fortement. On nous le reproche. Donc je pense que nous, notre attitude doit être de présenter les choses avec le poids des preuves qu'on a. Mais je pense que les gens peuvent comprendre. Le tout, c'est qu'on passe suffisamment de temps avec eux. Ce qui ne va pas, c'est que moi, parfois, on m'interroge à la télé ou à la radio, ils vous donnent 1 minute, donc on essaie de faire ce qu'on peut. Par contre, quand on passe 1 heure ou 2, parfois je vais en province ou autre, avec des gens qui n'ont pas du tout de culture scientifique du tout, hein, donc qui essayent de comprendre. Mais quand on prend le temps d'expliquer, je pense qu'ils arrivent à comprendre qu'effectivement, c'est le plus probable, mais que je ne peux pas l'affirmer. Et après tout, quand ils regardent la météo, maintenant, il n'y a plus un seul site météo que vous regardez sur le téléphone qui vous disent « demain, il pleut ». Ils vous disent toujours « demain, la pluie avec un facteur de 50% de risque ou de 90% ou 10%. » Parce que c'est la réalité. Et à la limite, je trouve que les gens acceptent ça, hein, finalement. Donc pourquoi ils n'accepteraient? Donc je pense que vous avez raison, c'est un challenge majeur qu'on a. C'est un défi majeur. Et je pense qu'on doit être en bataille là-dessus tous ensemble. Est-ce que les écoles pourraient, les instituteurs, les professeurs pourraient former les élèves et leur faire répandre cette... Mais oui, et ça, on le dit depuis longtemps, et la méthode scientifique, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives hein, qui ont lieu pour présenter aux jeunes le côté expérimental déjà des choses, et leur faire comprendre que le doute, ça fait partie de la science, mais à partir d'un certain niveau de connaissance, le doute, on peut toujours le faire, mais il devient un peu théorique, et donc il faut y aller là. Mais bon. Et puis, il faut expliquer ce que c'est que la précaution, quoi. C'est-à-dire quand l'impact est très important, potentiellement, même si je ne suis pas absolument sûr que tel ou tel produit va entraîner tel impact, je pense que c'est justifié de prendre des mesures. C'est largement, ça s'appelle le principe de précaution, mais le vrai principe de précaution, Philippe Kouriski l'a très très bien décrit, là, ça a été très mal ensuite interprété, mais on a une... oui, c'est une vraie guerre là qu'on doit mener pour ça. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Plus près. C'est un exposé extrêmement intéressant. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes en relation avec l'INRA, par exemple, et est-ce que vous développez aussi ce type de travail sur le règne animal, parce que c'est aussi très intéressant? Non, absolument. Donc, on travaille beaucoup. Enfin, moi, je connais très bien les collègues de l'INRAE. Donc effectivement, hein, ce que je dis est tout aussi vrai sur le règne animal que les populations humaines. À l'INSERM, notre boulot est plutôt les populations humaines, mais on essaye d'avoir une vision vraiment intégrée, ce qu'on appelle actuellement une seule santé, One Health, c'est-à-dire la santé animale, la santé des écosystèmes et la santé humaine font partie d'un ensemble, à tel point qu'il y a même un sommet présidentiel prévu le 7 avril sur une seule santé, One Health, international, donc présidé par le président, et qui va dire One Health, c'est l'avenir, c'est peut-être la nouvelle définition de la santé, etc. etc. Donc on est en train de préparer ce sommet, et avec les collègues de l'INRAE, du CNRS, de l'IFREMER pour les océans, etc. Vas-y. Bon, j'ai juste une petite question là. C'est au sujet de la relation avec l'espérance de vie, parce que là, c'est des facteurs de risque qui sont à l'étude. C'est en fait l'idée, c'est pour vivre mieux et plus longtemps en fin de compte. Oui. Et l'espérance de vie, elle est déjà très très différente d'un pays à l'autre. Et donc
est-ce que c'est les relations entre l'exposome et l'espérance de vie est à l'étude maintenant, ou vous attendez l'IA pour le faire? Je ne sais pas. Non, ça intéresse beaucoup. D'abord, l'expérience de vie, heureusement, elle augmente. Enfin, elle continue un peu à augmenter. C'est l'espérance de vie en bonne santé qui, en tout cas dans certains pays, tend à stagner. Aux États-Unis, c'est même un petit infléchissement. Mais en France, je dirais qu'elle continue à légèrement s'améliorer, parce qu'on a quand même un système médical qui permet de beaucoup traiter. Mais il n'y a aucun problème. Mais si en même temps, vous avez des expositions qui sont de plus en plus importantes, mais en même temps, vous avez une prise en charge qui s'est quand même pas mal améliorée, vous allez avoir la résultante des deux scientifiquement. Vous n'allez pas... Enfin, je veux dire, ça ne nie pas l'existence de... Et puis pourquoi aux États-Unis ça commence à baisser? C'est obésité. Pourquoi il y a de l'obésité? C'est nutrition, plus polluants, plus etc. Bon, on peut expliquer les choses, mais heureusement qu'on a deux phénomènes. Je pense que la pollution générale a plutôt augmenté ces dernières années, mais la prise en charge s'est beaucoup améliorée, et heureusement. Parce que si la prise en charge ne s'était pas améliorée, je crois qu'on n'aurait pas vu la même chose. Donc c'est la résultante des deux, et elle est pour le moment, en France en tout cas, elle reste positive, mais la pente n'est pas... Voilà, disons, la dérivée est plus faible. Donc elle commence à se... Et à un moment, elle stagne. Aux États-Unis, elle a commencé à changer. Bon, moi j'espère qu'elle restera positive, hein. Je ne vends pas, mais je veux essayer de faire en sorte quand même que ça s'améliore un peu partout. Oui, mais ça va stagner. C'est en train de commencer à stagner, ça commence à stagner si tu veux, mais peut-être aussi, à un moment, peut-être qu'on ne pourra pas non plus continuellement, voilà, il faut reconnaître. On va être en bonne santé 200 ans de vie. S'il vous plaît. C'est quand tu entends les discussions entre Poutine, Xi Jinping et Trump, ils espèrent. Oui, s'il vous plaît. Transhumanisme. Une question ici. Une question là. S'il vous plaît. Il y a une personne qui a interpellé sur le règne animal. Oui. Et depuis un moment me vient la question, vous avez une expérience malheureuse, c'est Tchernobyl, et qu'est-ce qu'il est advenu des animaux? Est-ce qu'il y a des études qui ont été menées d'une façon systématique sur la transformation de ces animaux, finalement? Alors, il y a eu, il y a longtemps, Hiroshima, où les Anglais ont dit ceux qui ne sont pas morts, ils se portent bien. Donc, est-ce qu'il y a des études là-dessus? Je n'ai pas suivi de manière très détaillée, mais par contre, ce que j'ai appris, c'est que petit à petit, la vie animale a repris. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est au même niveau qu'avant? J'avoue que je n'ai pas ça en tête, mais peut-être que c'est moi qui ai un peu oublié. Mais la vie animale a repris parce qu'il y a des capacités d'adaptation qui sont quand même remarquables. Il faut reconnaître qu'on est plutôt bien fabriqué quand même. Avec des défauts génétiques. Quoi. Alors, il y a eu les défauts génétiques, mais petit à petit, ça a l'air d'être... En fait, mais la différence chez les animaux, c'est que ceux qui ont un problème génétique, ils sont petit à petit, voilà, ils ne se reproduisent plus et ils disparaissent, alors que ceux qui n'en ont pas prolifèrent. Et donc, si on veut la même chose chez l'homme, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il y a une question ici. Oui, première remarque, là où on t'a parlé de... Excusez-moi, Je vous en prie. Oui. La population, vous avez dit qu'elle continue à croître. En fait, quand on prend la dérivée première, ce n'est pas tout à fait exact. On voit très bien qu'il y a actuellement un changement qui est significatif. C'est une première remarque en passant. Deuxième remarque, c'est qu'une grande partie de ce que vous avez décrit est intéressant de voir aussi au niveau végétal. Oui. Parce que vous avez des facteurs d'environnement et les plantes, par rapport aux animaux, ont le gros inconvénient, c'est qu'ils ne peuvent pas se sauver. Ils sont prisonniers sur place, si vous voulez. Et avec une grande partie de ce que vous avez décrit, peut se transposer avec évidemment les caractéristiques propres au règne végétal, mais devrait être étendu, si vous voulez, à cet autre règne. Okay. Non, mais je suis d'accord sur les deux points. Je pense en valeur absolue, on continue un peu à augmenter la longévité, mais la pente s'est modifiée, elle a baissé, donc la dérivée. Donc ça, je suis d'accord sur ce point-là.
Et les végétaux, j'avoue que je connais moins, hein, donc je préfère ne pas trop m'avancer là-dessus, mais tout ce qui est vivant, il va subir un peu le même type d'impact, avec quand même avec des propriétés quand même différentes. Bon, la mobilité, mais il y a aussi d'autres propriétés. Par exemple, l'épigénétique, les marqueurs épigéniques sont transmissibles chez les végétaux d'une génération à l'autre, ce qui n'est pas encore évident chez l'homme. Bon. Il y a des différences climatiques aussi. Oui, bien sûr, le climat va jouer, et puis on voit bien comment les végétaux s'adaptent à une vitesse extraordinaire. Bon. Merci pour cet exposé qui m'a passionné. Il me semble que vous avez fait appel au cours de cet exposé à une sorte de révolution épistémologique, c'est-à-dire qui met en avant à la fois la nécessité d'une collaboration universelle, notamment quand vous avez parlé des bases de données, etc., et d'une interdisciplinarité, c'est-à-dire que une science totale et débarrasser, si je peux dire, de tout ce qui empêche justement peut-être cette collaboration. Il me semble qu'il y a vraiment une vision de la science totalement nouvelle et qui tient compte des outils dont nous disposons maintenant. Je suis d'accord avec vous. Voilà. J'avais un autre petit point de vue. Oui. Quant à ce que quelqu'un a parlé de l'école, moi, ça fait très longtemps que je pense qu'il faudrait introduire dans les programmes scolaires, au niveau simplement primaire et secondaire, une éducation à l'alimentation. Oui. Ça me paraît quelque chose d'essentiel. Donc sur le plan... Oui, non, mais je pense qu'en particulier dans le domaine biomédical, il y a eu une espèce de tradition de hyper-compétition. Un peu, qui vient un peu des Amériques, mais quand même, qu'on a adapté. Alors qu'en physique, les gens travaillent beaucoup. Enfin, quand ils ont les gros instruments de physique, vous avez des listes d'auteurs qui sont extrêmement larges. Donc, il y a peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu moins présent dans d'autres disciplines, mais dans le domaine biomédical, on a une espèce de culture de l'hyper-compétition. Dans certains laboratoires américains, on prend 2-3 post-doctorants qui travaillent sur la même chose, mais on les met en compétition pour avoir que le meilleur gain. Et je pense que ça ne tient plus la route devant les défis qu'on a actuellement, qu'il faut vraiment réfléchir autrement. Je suis assez d'accord sur ce plan-là. Merci pour le topo, qui était, ma foi, très intéressant. Ce matin, à la radio, j'ai entendu parler de gens qui râlaient considérablement parce qu'il y avait un champ de blé où on met un polluant dont le nom m'échappe complètement et qui se retrouvait à des facteurs 35 fois dans les cultures bio du pauvre monsieur du coin qui était juste à côté, quoi. Oui, juste à côté, parce que c'est un truc assez volatile et tout. Bon, mais ça me... Donc ça dit quoi? Ça dit que notre contrôle sur les choses est assez faible. Mais là où je veux en venir, c'est que finalement, qui est-ce qui décide ce qui est polluant, ce qui n'est pas polluant, qui se bat avec Monsanto et autres boîtes Bayer et autres Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est comme la fameuse histoire du tabac, c'est extrêmement bien organisé, on fait des méta-études où on mélange à la fois les vrais boulots que vous faites et les fake boulots qui sont payés par ces boîtes-là, et du coup, le résultat de la méta-analyse est que l'ANSES ou le machin européen dit « Ah on ne sait pas, finalement, c'est pas très concluant ». Et puis finalement, on ne décide pas, quoi. On décide, on verra ça ultérieurement. Et puis le problème fondamental, c'est que l'être humain n'est pas un sujet d'étude, n'est pas un animal de laboratoire, quoi. J'espère que non. Non, voilà. mais le problème, il est là, c'est que les gens demandent toujours des preuves qu'on ne peut pas fournir. Non, mais c'est plutôt observationnel quand même. Alors, ce qu'on fait chez l'homme. Oui, mais après, va te battre avec les autorités européennes qui se battent avec les armées d'avocats, de Bayer, etc. Oui. Et donc, à la fin, on se retrouve qu'on se dit, il faut manger bio, tout ça. Mais regarde le pauvre monsieur là qui faisait du bio, qui se retrouve avec des taux 35 fois le machin de son voisin.
Bah, il n'y a pas de frontières. Les frontières ne laissent pas passer entre deux parcelles. Non, mais c'est un peu désespérant, quoi. Non, je pense qu'il faut y aller, quoi. Tu autorités. sais, tout prend du temps. Si tu crois que tu peux modifier une décision du jour au lendemain, c'est illusoire. Mais il faut y aller, si tu veux. Il faut continuer. On finit par gagner. On est dans une période un peu plus compliquée où même l'Europe met disons sur le futur programme cadre, met l'intérêt sur la compétitivité européenne, alors qu'avant c'était le Green Deal, qui est parfait. Le Green Deal c'était parfait. Bon. Mais là, on change un peu d'air, il y a la guerre, il y a la compétition, on n'est plus dans un monde... et donc il faut s'adapter. Mais pour nous, l'important c'est de ne pas perdre, si tu veux, ces batailles-là, quoi. Donc, mais je suis d'accord, c'est pas si simple. Je peux. Simplement, il y a Claude Monneret qui est notre président, qui était l'ex-président de l'Académie de pharmacie, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Oui. Il m'a chargé de l'excuser auprès de vous. Et c'est par rapport à la chimie, parce que c'est la chimie qui est tout le temps visée, en fin de compte, quasiment. C'est les molécules chimiques qui sont... Je peux défendre la chimie une seconde. Parce que je trouve qu'on dit la chimie comme si la chimie c'est la vie. Voilà. Donc moi j'aime pas qu'on me dise la chimie. Oui, non, mais c'est quand même c'est de la chimie. Donc il faut... Enfin, j'ai travaillé à côté de chimistes, au Saint-Père. Non, je pense qu'effectivement, tout ce qui est... tout ce qu'on produit potentiellement un risque. Donc évidemment, la chimie, elle peut synthétiser un nombre incalculable de substances, et dans ces substances-là, on peut en avoir qui posent un risque. Pour nous, toute la question est qu'est-ce qui va poser un risque, d'essayer de le détecter, et l'idéal pour nous, c'est de le détecter le plus tôt possible. Et c'est un peu là la petite bataille qu'on aimerait mener, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais « safe and sustainable by design », c'est-à-dire dès la conception, pouvoir projeter la possibilité que ce soit toxique ou pas toxique à partir de la structure, de ce qu'on connaît sur des structures semblables, etc. etc. Donc d'essayer de projeter ça grâce à la modélisation. Si on arrive à faire ça, je pense que ce sera vraiment très bien pour l'industrie chimique, pour l'industrie pharmaceutique et autres. Mais on n'en est pas là complètement encore. Donc c'est ça il faut arriver à ce stade-là. Mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est que vous ciblez vos recherches que quand il y a eu des effets. Oui, c'est ce que font les toxicologues. Oui. Mais justement, le côté prédictif, je pense qu'il faut le développer. Il y a déjà des choses. Vous savez, un industriel, un pharmaceutique, en pharmacie, il y a certaines molécules qu'ils mettent de côté dès le départ parce qu'ils ont fait 1 ou 2 tests qui leur disent ça va mal se passer parce que ça passe par tel cytochrome P450 et donc ça risque d'être interférence médicale. Donc ils mettent de côté. Donc ça existe déjà un peu. Il faut l'amplifier et utiliser tous les moyens digitaux qu'on peut avoir. Mais par rapport à la chimie, du moment où la chimie en général produit des composés qui ne sont pas naturels, normalement ils ont au départ le potentiel d'être dommageables pour l'organisme humain puisqu'ils ne font pas partie ni des substances endogènes ni des sels exogènes que nous, pour notre métabolisme, ce sont des substances complètement étrangères. Oui, je nuancerai, parce qu'il y a des substances naturelles qui sont extrêmement méchantes. Oui, bien sûr. Il y a des toxines naturelles, tout ce qui est naturel est méchant. Oui. L'ammoniac, c'est terrible, si on a quelque chose qui fait que l'ammoniac augmente, c'est terrible. Oui, mais... Donc, du monde artificiel, on peut se dire qu'ils ont le potentiel d'être... Il y a un peu plus d'inconnus. Il y a un peu plus d'inconnus, donc potentiellement ça peut l'être. Mais j'aimerais qu'on aille... moi, je me méfierais de ce type d'argument pour le moment, parce que je ne suis pas sûr que... Il y aura peut-être un jour où on aura une idée plus précise dans les molécules synthétiques, quelles sont celles qui risquent de donner une toxicité de celles qui ne risquent pas de donner. Je ne mettrai pas comme... Il faut se méfier un peu plus des synthétiques parce qu'on n'en a pas l'expérience, évidemment.
Et puis, bon, malgré tout, on a un système qui nous permet de nous défendre. Ça, je reviens pas là-dessus, c'est un autre topo. Mais bon, il y a un peu de vrai là, dans ce que vous dites, mais je nuancerai quand même. Et je pense qu'il faut qu'on améliore un tout petit peu quand même nos connaissances dans ce domaine. Oui, mais bon. Non, c'est à toi de conclure. La conclusion est simple, c'est un grand remerciement. C'est un exposé très intéressant et un débat aussi très intéressant. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Robert. Merci de m'avoir invité.